Alors, bon après-midi à tous et à toutes. Donc, Béatrice Noël sur la scène blanche pour la prochaine présentation, nos talent speakers de l'après-midi. Alors, je vous les présente à l'instant. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui François Lemay, conseiller cybersécurité, Vigie et Défense, direction principale cybersécurité à Hydro-Québec. Bonjour. Et notre conférencière Fabienne Dicano, conseillère stratégique, équipe de surveillance et de réponse aux incidents de cybersécurité, également d'Hydro-Québec. Alors, nous allons avoir 20 minutes de discussion avec une courte période de questions. Bonne présentation. Merci beaucoup pour l'introduction. On va débuter. Avec la présentation, c'est la cybersécurité dans un contexte de sécurité civile. Et on va y aller. C'est une présentation qu'on avait préparée qui durait beaucoup plus longtemps. On a 20 minutes. On va la faire rapidement. Je vais essayer d'être complet, mais en même temps, pas manquer l'essentiel du message. Pour commencer, se mettre en contexte. Puis je dirais se mettre en appétit même. Parce que, pour moi, l'aspect physique des technologies est essentiel. Puis le 8 juillet, c'était la dernière journée de mes vacances. C'était encore l'été, il faisait chaud. J'étais avec mon épouse, on a eu une fringale. C'est à 11h30, j'ai faim. On a un restaurant pour des frites et des hot dogs juste au coin de la rue. Fait que j'ai dit, je vais aller chercher des frites. On fête ça en grand, c'est la dernière journée de vacances. Je me rends en ligne. La caissière m'a dit, la machine ne marche pas. Je dis, quelle machine? Bien, la machine pour payer. Il y a une panne générale d'Interac. Moi, j'ai juste du comptant. J'ai pas je peux pas payer de façon électronique. En fait, je paye toujours de façon électronique. J'ai pas de comptant. Donc là, ma solution ne fonctionne pas. Fait que je viens de me rendre compte que je suis victime présentement d'un impact technologique qui impacte directement ma vie civile, ma vie physique. Je ne peux pas manger de hot dog à cause des technologies. C'est un petit impact. C'est juste des frites, c'est juste des hot dogs, mais c'est l'impact des technologies dans notre vie. Puis c'est pas juste la sécurité des informations. Hydro-Québec, c'est une infrastructure essentielle. Il y a 10 secteurs essentiels au Canada, mais on est tous importants, mais le secteur de l'énergie est au centre de tout. S'il n'y a pas d'électricité, ça va être difficile pour les hôpitaux, ça va être difficile pour le transport, ça va être difficile pour les usines de traitement des eaux, l'alimentation, etc. Donc, les interactions entre tous ces secteurs-là fait que s'il y a des impacts cyber-physiques, c'est-à-dire des conséquences technologiques qui auraient des pannes ou des cyberattaques qui causeraient des arrêts de service, ça peut avoir des impacts humains sur les gens. Puis c'est le rappel que je veux vous faire, dans le fond, puis je le répète, là, on est des technologues, on est dans la sécurité des informations, c'est important les informations, mais les impacts physiques, maintenant que tout est hyper connecté, bien, sont importants. Puis en tant qu'infrastructure essentielle, c'est une considération qu'on vit tous les jours. L'environnement hostile, vous le connaissez. L'Internet, je le compare avec une belle forêt où il pleut tout le temps. Il pleut tout le temps, puis on se protège avec des parapluies pour se protéger des attaques. Mais il n'y a jamais de bonne journée sur Internet. On est toujours sous attaque. Vous les connaissez, les moyens là, que les cybercriminels utilisent. Ils vont utiliser toutes sortes de façons de nous faire chanter puis aller chercher des rançons, des exfiltrations de données, des rançons logiciels, des attaques de lignes de service. Vous êtes des experts en technologie. Mais ces outils-là vont être utilisés pour rendre des services indisponibles, donc avoir des impacts sur la société. Quand ça touche juste les informations dans une bibliothèque, un système financier, c'est des désagréments. Mais quand c'est du physique, que ce soit le 911, que ce soit la santé, etc., bien, ça a des impacts majeurs. Je vais passer quelques exemples d'impacts cyberphysiques, puis on pourrait en parler pendant des heures. Secteur des transports, on l'a vécu à Montréal avec des rançongiciels dans le système des transports. Il y a plusieurs sociétés qui ont été impactées, la STM, la STO en Outaouais, en Colombie-Britannique ont eu la même chose, des rançongiciels qui ont des impacts sur le service, sur la livraison du service. On ne l'a peut-être pas vu directement du côté transport, mais peut-être que dans la billetterie, ça ne fonctionnait pas. Ça se peut que ce soit dans la réservation, des services pour handicapés, etc. Mais il y a un impact sur la population. Il y en a beaucoup, puis il y a de nombreux exemples dans le système de transport. Le secteur de la santé, c'est majeur, puis c'est un secteur qui est toujours attaqué parce que c'est un secteur qui est dans l'urgence. On offre des services, on ne peut pas être en panne de service, il faut offrir le service à la société. Donc, les groupes criminalisés vont cibler le secteur de la santé pour aller chercher des rançons. Ça les place dans une situation impossible où on ne peut pas livrer le service, on paye-tu pas. Donc,
un impact physique à la population. À Terre-Neuve, l'année passée, ils ont eu une panne, pas une panne, une cyberattaque avec un rançongiciel dans les services d'hôpitaux. Pas de rendez-vous, les traitements pour le cancer ont été annulés. Les gens qui sont assis à Miquelon qui voulaient faire des réservations parce que leur service à Terre-Neuve ne va pas prendre de réservation. Donc, encore là, un impact cyber-physique. Ce n'est pas juste l'accès à l'information, c'est l'accès au système qui nous donne un service physique. Le secteur de l'énergie, c'est parfait, il n'y a jamais de problème. Non, c'est pas vrai. On en voit des problèmes, on en voit dans l'actualité. Par exemple, le secteur des pipelines, l'année passée, Colonial Pipeline, vous avez vu dans l'actualité, le pétrole dans le secteur, c'est des pipelines qui s'en vont dans l'est des États-Unis. Il y avait des gens qui avaient des problèmes d'approvisionnement, il y avait des pénuries d'essence, des mesures d'urgence déclarées. Encore là, un impact physique. Fait que c'est pas juste des désagréments, c'est pas juste de ne pas me rendre au cinéma pour aller voir un film que je peux pas me rendre parce que mon véhicule ne fonctionne pas. C'est peut-être me rendre à l'hôpital ou aller chercher tous mes services, mais le transport est essentiel. Si le secteur est attaqué, il peut avoir des graves conséquences. Le secteur électrique a été attaqué à nombreuses reprises. En Ukraine, en 2015-2016, 3 entreprises qui font de la distribution électrique ont été attaquées à distance par la Russie en même temps. Fait qu'une panne généralisée en même temps, peu d'électricité. C'est majeur, ça a des impacts opérationnels importants dans les entreprises, mais encore des impacts physiques. Donc, on parle d'un cyber-physique, pas juste l'aspect informationnel. Vous avez peut-être vu l'émission Enquête là, qui a passé récemment où on parlait de Netwalker, un rançongiciel qui est très populaire. La personne qui était à la solde, qui travaillait pour Netwalker, groupe criminalisé, avait fait plus de 30 millions en rançon en quelques mois. Donc, c'est rentable, c'est pas prêt d'arrêter. Puis comme le secteur de la santé, le secteur de l'énergie aussi va être attaqué parce que c'est une cible de choix pour les groupes criminalisés parce qu'on doit agir et on doit s'assurer de livrer le service à la population. Secteur de l'eau, ça a fait l'actualité cette semaine. Ce matin, dans la presse, on parle de centrales de traitement de l'eau qui sont non sécurisées au Québec. Cette photo-là, on voit l'écran, c'est un écran qui a été mis en ligne par un hacker. Dans le fond, c'est le système de contrôle industriel d'une usine de traitement de l'eau. Donc, le hacker s'est rendu jusque-là, puis il avait réussi aussi à changer les configurations. Donc, changer la configuration d'assainissement de l'eau, le chlore, les autres produits chimiques, ça peut avoir des impacts importants, majeurs. On ne veut pas fermer une usine de traitement de l'eau. C'est essentiel, mais encore là, c'est des impacts cyber-physiques. Tout ça, là, ça démontre l'hyperconnectivité de nos systèmes, puis l'impact sur nos vies. Fait que c'est quelque chose que je trouve que nous, en tant qu'experts en technologie, on est souvent dans l'information, la réputation, etc., mais l'aspect dans la physique dans nos vies est essentiel, puis il ne faut pas l'oublier. En résumé, il me reste 1 minute. En résumé, le message que moi je voulais passer, puis avant de faire la transition avec Fabienne, c'est que on est en technologie, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une connectivité immense, puis les impacts des cyberattaques dans les technologies maintenant, ça peut avoir des impacts sur la vie. Fait que c'est à considérer, il ne faut pas l'oublier, on a un rôle essentiel. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, puis que je vous ai fait suffisamment peur, Fabienne va nous amener un peu sur le chemin de la lumière, puis pour avoir une meilleure réponse pour les incidents majeurs et un peu notre approche à Hydro-Québec. Oui. Est-ce que là, c'est mieux? D'accord. Donc, je disais, si vous permettez, moi, je vais rester assise. Et puis, en fait, depuis hier, on a beaucoup parlé de préparation. Et là encore, en fait, on va comprendre que la préparation, est de mise pour éviter de céder à la panique après tout ce que vient de nous raconter François. C'est pourquoi en fait, une bonne préparation en fait, va pouvoir permettre de gérer le quotidien, mais aussi être en mesure de pouvoir détecter la gradation en fait, de la situation qui va nous amener à devoir aller gérer une crise si besoin est.
Je vais vous parler un petit peu de comment ça se passe à Hydro-Québec. Nous, dans un premier temps, en fait, on a une équipe de sécurité 24/7 qui surveille le réseau. Donc, plusieurs contrôles de sécurité ont été mis en place à différentes couches pour justement pouvoir pallier aux menaces qui tournent autour de toutes les entreprises en fait mondialement. Et donc, notre équipe de sécurité, eux, quotidiennement, donc, doivent faire avec des tentatives d'intrusion, des intrusions réussies, des postes compromis. Donc, ils vont gérer ça, en fait, selon des playbooks ordinaires, en fait, enfin, ordinaires, je dirais, plutôt qui correspondent au canevas, en fait, de réponse d'équipes de sécurité, donc de gestion d'incidents. L'objectif, c'est toujours le même. Dans un premier temps, détecter, analyser la situation, confirmer qu'on est devant une intrusion réussie. Une fois qu'on a confirmé qu'on est vraiment sous attaque, l'objectif, c'est de contenir la situation. Donc, passer par un confinement d'un système, plusieurs systèmes, tout un périmètre s'il le faut. Toujours dans l'objectif de neutraliser, de réduire la surface pour que la contamination, pour qu'il n'y ait pas de propagation au niveau du réseau. Une fois que la situation est sous contrôle, on va tenter d'éradiquer la menace, donc la sortir du réseau pour pouvoir arriver à un retour à la normale. Ça, c'est le quotidien des équipes de cybersécurité à Hydro. Et on fait ça vraiment à la journée longue, comme je dis, en 24/7. Maintenant, il faut être aussi en mesure de pouvoir aller plus loin, au-delà de ça, et être prêt dans la mesure où, comme l'expliquait François, la menace évolue, la menace s'étend en fait sur les industries. Il faut aller au-delà de ce qu'on sait faire bien, qu'on sait bien faire au niveau TI, dans la mesure où notre entreprise est une infrastructure essentielle, avec tout un environnement TO encore plus important que celui de TI. Pardon. Et on sait, c'est assez connu que ces environnements sont beaucoup moins bien protégés que les environnements TI. Les solutions ne sont pas toujours qu'on va pouvoir intégrer dans un environnement TI ne sont pas toujours adéquates pour les environnements TO. Donc, le niveau de protection est peut-être moindre, mais le niveau de détection qu'on doit faire devrait être équivalent. Donc, notre mission de base, c'est de livrer de l'électricité à notre population, à nos infrastructures. Donc, dans cette optique de gestion d'incidents qu'on fait quotidiennement, il faut pouvoir distinguer à quel moment, justement, on est devant une situation qui n'est plus sous contrôle, qui ne va plus rentrer dans le canevas de réponse qu'on peut donner à toutes les situations d'incident. Et donc, pour ça, il fallait pouvoir reconnaître à partir d'où on rentrait dans un incident majeur. Parce que le plan d'intervention, le plan d'action, à ce moment-là, n'est probablement plus les mêmes. Les parties prenantes qui vont intervenir dans une gestion d'incident ne seront peut-être plus seulement la cybersécurité. Là, il va falloir aller chercher de l'aide, en fait, en gros, d'autres intervenants qui vont pouvoir collaborer avec leur expertise à chacun dans la gestion de l'incident majeur. Donc, ce qu'on a fait chez nous, c'est que justement, on a tenté de préparer ce plan à haut niveau, de définir qui pourraient être potentiellement les intervenants, les parties prenantes, parce que on sait qu'un incident, c'est jamais la même chose. On sait pas comment ça va frapper nécessairement. Donc, identifier les parties prenantes les plus susceptibles d'intervenir, les communications. Si on sait que notre public pourrait potentiellement être touché, notre population, il faut pouvoir préparer des plans de communication déjà prêts. Il faut pouvoir commencer à parler avec des instances gouvernementales en tant que société d'État. Donc, toutes ces parties prenantes, il a fallu les identifier et décrire leur rôle et responsabilités.
Après, l'important, c'était de pouvoir tester le plan. Donc ça, c'est un autre impératif. Donc c'est bien beau les plans sur papier, mais il faut pouvoir être capable justement il faut qu'il soit viable, le plan, et puis c'est le test en fait, qui va permettre justement de l'éprouver en attendant un incident. Et donc tester le plan, c'est crucial. Aussi, en fonction du type d'incident qui pourrait intervenir, bien que notre mission ce soit l'électricité, mais on a aussi des devoirs, des obligations au niveau des lois. Au mois de septembre de cette année, la loi 25, la loi provinciale de 25, oblige maintenant toutes les entreprises qui ont perdu des données personnelles de leurs clients ou de leurs employés de divulguer l'information à la commission de la vie privée, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Donc on a des obligations, donc la loi est rentrée en renforcement. On a des obligations aussi par rapport à tout ça. Et puis, donc le pourquoi aussi, un plan, tester les plans, s'entourer en fait, devient de plus en plus important. S'il arrivait que, malgré toute cette préparation, malgré ces plans, on se retrouve encore dépassé, et malgré justement une équipe qui détecte en 24/7, on se retrouvait devant une situation où on a perdu le contrôle. Par exemple, donc une grosse menace qui pèse sur plusieurs entreprises comme la nôtre, le rançongiciel. Si on se retrouvait impacté par un rançongiciel qui impactent nos infrastructures et prennent en otage en fait toute notre capacité en fait de distribuer de l'électricité, bien là on n'aurait plus le choix en fait de devoir prendre les grands moyens, parce que on s'entend que, je ne vais pas répéter ce que François a dit, mais on s'entend que on aura des conséquences assez catastrophiques. Et donc c'est pour ça qu'on a pensé à intégrer nos plans d'intervention à nos équipes de mesures d'urgence. Hydro-Québec, en fait, a toute une structure de mesures d'urgence pour gérer justement l'impact de différents événements. Aujourd'hui, c'est beaucoup des catastrophes naturelles, des inondations, des feux, des tornades. On en a vu cette année. Je pense que les mesures d'urgence se sont mobilisées pas mal de fois, juste à cause de catastrophes naturelles. Donc, c'est une structure qui est capable de gérer des crises. Et il a fallu juste être en mesure de pouvoir intégrer les événements de sécurité, les incidents dans cette structure, parce que c'est une catastrophe comme une autre, en gros. Donc, si on arrivait à se retrouver où on est pris en otage, et notre population aussi, donc là, on va sortir les grands moyens. C'est plus la cybersécurité qui est là, c'est vraiment toute l'entreprise au complet. Et on gère une crise massive au niveau national. Donc c'est pourquoi on a perdu la synthèse, mais je vais la dire. Donc en gros, on comprend que le contexte géopolitique actuel est tel que il est très mauvais. Oui, il est très mauvais, et on serait pas les seules victimes. Enfin, on peut être les prochaines victimes, et c'est pourquoi se préparer à tel événement est essentiel, effectivement. Donc, préparons-nous et soyons prêts. Un grand merci à Fabienne Dicano et François Lemay. Donc, je sais qu'il va rester encore un petit 5 minutes ici sur le côté si vous avez des questions particulières à leur poser. Et nous, on reprend dans 5 minutes avec Émeline Manson. Alors, restez des nôtres pour la prochaine présentation. Merci.